Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité aux enjeux environnementaux et sociétaux. On reviendra largement sur ce qui vous concerne, à savoir les éléments du programme de prépa ECE, ECS, ECT, ECG, en géopolitique, en ESH, sur ce qu'il vous faut savoir sur les enjeux sociétaux et environnementaux, comment traiter les sujets qui portent sur ces questions-là. Mais d'abord, nous accueillons aujourd'hui Nicolas Arnaud, directeur du programme Grande École d'Audencia et directeur des programmes à Audencia. Bonjour Nicolas Arnaud. Bonjour à tous et tous. Et également Adeline Ox, qui est responsable de la majeure management de la transition écologique et sociale à l'école Gaïa, qui est en construction. Bonjour Adeline. Bonjour. Nicolas Arnaud, peut-être pour commencer, on voit bien un nouveau plan stratégique qui a été annoncé il y a quelques mois à Audencia dans le cadre du plan ECOS 2025. En quoi consiste-t-il ? Alors ce plan ECOS, c'est une vaste question. En tout cas, ce plan ECOS, il symbolise les grandes ambitions de l'Audencia Business School en lien avec son histoire, son ADN. L'histoire d'Audencia, c'est quoi ? C'est une école pionnière sur un grand nombre de sujets qui sont devenus les normes finalement de l'offre des business schools françaises et internationales. Pionnière en quoi ? Pionnière par exemple sur son engagement sur les humanités, la culture, sur son engagement sociétal depuis 2000, donc depuis un peu plus de 20 ans maintenant, et également sur l'hybridation des compétences depuis une quinzaine d'années. Alors ce plan, il a été co-construit avec les étudiants, avec les entreprises partenaires, avec les diplômés, avec l'ensemble des collaborateurs de l'école, et il a donné lieu à un ensemble d'actions structurées autour de 3 grands axes globalement. Un premier axe autour de l'hybridation généralisée, c'est-à-dire cette possibilité offerte à nos étudiants d'entrer dans une école de management pour se former au métier du management, mais avec l'idée de pouvoir également se former sur d'autres domaines de compétences que le management, en ingénierie, en droit, en lettres, en art, dans le cinéma, etc., que ce soit en France ou à l'international. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort parce que ça répond aux besoins des entreprises et ça répond aux envies également de nos étudiants. Un deuxième axe autour de l'impact. Cet impact, il se matérialise de différentes manières, mais notamment à travers un nouveau grand campus à Paris, 7000 m² qui est pour accueillir 2000-2500 étudiants donc à horizon 2025. Donc Audencia va devenir une école parisienne, ou nanto-parisienne, ou parisiano-nantaise. En tous les cas, une vraie ambition parisienne pour l'ensemble des programmes d'Audencia Business School. C'est également l'ouverture d'un campus à Sao Paulo, donc au Brésil, qui vient compléter nos 4 autres campus à l'international. Et puis un dernier axe, c'est la création d'une nouvelle école, d'une école interne à Audencia, qui a été baptisée Gaïa, qui est l'école de la transition écologique et sociale. Et donc Gaïa, qui aura son propre bâtiment à Nantes d'ici 2-3 ans, porte et symbolise finalement l'ensemble des ambitions d'Audencia fort de son passé pour accompagner les entreprises à travers la formation des futurs dirigeants et managers sur l'ensemble des métiers, donc aux questions de transition écologique et sociale. C'est très clair. Écoutez, peut-être Adeline, rajouter quelques éléments sur l'école Gaïa et sa création. Oui, très bien. Alors Gaïa, c'est l'école de la transition écologique et sociale. C'est la première école à être indexée à une business school. Alors, ça veut dire quoi être indexée à Audencia ? Ça veut dire qu'on va former nos étudiants pour être les futurs managers de la transition écologique et sociale. Donc la dimension management est extrêmement importante dans nos formations au sein de Gaïa. Le fait qu'elle soit indexée à Audencia, c'est aussi le fait qu'elle est composée de professeurs d'Audencia et qu'elle concerne des étudiants, enfin elle s'adresse aux étudiants et notamment aux étudiants du programme Grande École. En même temps, Gaïa, c'est une petite structure dans la grande structure qui nous permettent aussi d'innover, de faire preuve d'agilité, d'expérimenter, de tester et de former nos étudiants à de nouvelles matières qui leur seront extrêmement utiles pour être les futurs managers et s'adapter aux enjeux de la transition écologique et sociale. D'accord, écoutez, c'est très clair, on comprend bien donc l'ambition d'Audencia à travers l'école Gaïa, mais pas que, on l'a vu avec l'hybridation des compétences, de mettre un pied sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Ma question est la suivante, en quoi finalement ces questions-là, sociétaux, environnementaux,
sont-ils en cohérence avec le parcours aujourd'hui d'Audencia dans l'imaginaire collectif et notamment des étudiants de classe préparatoire ou leurs professeurs? Audencia représente l'école de la culture, l'école des humanités également, éventuellement des hybridations des compétences. Est-ce que c'est un revirement stratégique ou au contraire c'est en toute cohérence? Alors non, c'est pas du tout un revirement stratégique. C'est bien une continuité, une filiation, comme je le disais brièvement dans mes propos précédents. Et effectivement, Audencia, dans les années 90, s'est positionné sur la culture des humanités avec cette idée de former des managers, des dirigeants, des créateurs d'entreprises qui soient un peu plus que la moyenne au fait de la complexité du monde. Et donc avec l'idée de pouvoir prendre des décisions plus pertinentes pour le devenir organisationnel en fonction des responsabilités qui sont les leurs. Et Gaïa, quand on dit que Gaïa est dans la continuité d'Audencia, c'est qu'après Culture Humanité dans les années 90, il y a eu cet engagement sur la RSE en l'an 2000, à une époque d'ailleurs où on n'en parlait pas, quasiment aucune école en France et dans le monde n'en parlait, Audencia en parlait, et c'était déjà une espèce d'ovni dans l'environnement des business schools françaises et internationales. Et Gaïa, comme ça a été évoqué, finalement, a été pensé comme une continuité, puisque notamment, on y reviendra j'imagine, mais le nouveau semestre de Master 1 dédié aux enjeux de la transition écologique et sociale, et surtout à leur management, parce que c'est bien l'enjeu, nous sommes une business school, eh bien, a été construit sur une logique d'hybridation. Il y a des cours en sciences expérimentales, en sciences dures, en sciences de l'ingénieur, des cours plutôt orientés sciences humaines et sociales, art, design, et avec l'idée d'avoir un regard à 360 sur cet objet qu'est la transition écologique et sociale, pour in fine y avoir un impact, pour le manager, pour le gérer, pour faire en sorte que nos étudiants qui seront formés, et ils seront tous formés par Gaïa, en plus du programme Grande École, puissent devenir demain les porteurs de cette transformation sociétale dont nos économies et nos entreprises doivent être un moteur. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les entreprises, on le voit partout. C'est très clair. Et évidemment, aujourd'hui, les étudiants de classe préparatoire qui écoutent cet audio sont probablement en train de préparer leurs oraux et ils vont rejoindre le vaisseau amiral un peu des business schools, à savoir le programme Grande École l'année prochaine pour la plupart. Quelles seront les conséquences finalement de Gaïa, du plan de manière plus générale ECOS 2025 sur leur programme et sur leur formation? Peut-être Adeline ou directement. Peut-être peut être intéressant qu'Adeline présente effectivement un peu plus en détail ce semestre dédié au management de la transition écologique et sociale. Alors effectivement, ce qui est important, l'ADN de départ qui est important de comprendre sur Gaïa, c'est qu'on est persuadé que le manager va jouer un rôle majeur dans la transition écologique et sociale. Le lien n'est pas forcément évident, en fait. Au départ, on peut se dire, les questions du changement climatique, les questions de la transition écologique, c'est pour les ingénieurs, c'est pour les climatologues, c'est pour les biologistes. C'est assez facile d'ignorer ce changement climatique et puis de se dire qu'effectivement, on n'est pas compétent pour le faire. Alors nous, effectivement, on est persuadés que le futur manager, et les entreprises en sont aussi de plus en plus persuadées, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans cette démarche-là et qui recherchent, en fait, des managers qui ont un rôle et qui sont engagés dans cette démarche-là. Donc on est persuadé qu'ils ont un rôle. De différentes manières, en fait. Ils ont un rôle parce qu'ils vont accompagner le changement, et notamment le changement que les entreprises vont subir. Ils vont devoir appliquer de manière efficace et rapide les nouveaux business models. Ils vont devoir accompagner les comportements plus vertueux des consommateurs, éviter le greenwashing, identifier des nouveaux leviers d'investissement en rapport avec la décarbonation, imaginer des nouveaux modes de flux d'approvisionnement au regard de l'épuisement des ressources. Donc c'est autant d'éléments sur lesquels nous sommes persuadés qu'il faut qu'on forme nos étudiants pour qu'ils soient en capacité, une fois en entreprise, de gérer ces problématiques-là. Donc Gaïa a pour objectif, en fait, d'apporter cette expertise supplémentaire et d'associer, en fait, comme le disait Nicolas, des sciences qui ne sont pas de la science de gestion avec la science de gestion. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, on a un cours qui s'appelle Climate Intelligence, dont l'objectif de Climate Intelligence, c'est à la fois en première partie, avec un climatologue, enseigner aux étudiants les enjeux du climat, qu'est-ce que ça veut dire le réchauffement climatique et les différents scénarios climatiques. Et dans une
une deuxième partie de cours, c'est travailler en partenariat avec une agence de conseil pour identifier sur la base des scénarios climatiques les différents types de stratégies prospectives qui peuvent être mises en place par les entreprises. Donc qu'est-ce que c'est Gaïa? C'est vraiment l'hybridation. C'est l'hybridation des sciences dures avec les sciences de gestion. C'est aussi de ce... Donc le Gaïa, l'objectif de Gaïa, c'est vraiment d'apporter en fonction des sensibilités des étudiants cette expertise de la transition aux différentes disciplines. Alors, je vous ai parlé de la stratégie. On a des cours d'entrepreneuriat où on voit comment on peut faire un entrepreneuriat à impact. On a des cours de management behavior où on essaye de comprendre comment on peut accompagner les changements des comportements des consommateurs ou des collaborateurs au sein des entreprises, ou des cours de finance. Notamment, on a un cours qui s'appelle Financing the Future, dont l'objectif est vraiment d'identifier des nouveaux modèles d'investissement, analyser des portefeuilles d'investissement pour être capable de financer la transition écologique. D'accord, donc je suis un étudiant de classe préparatoire lambda. J'ambitionne de travailler en finance ou dans le conseil ou même faire de l'entrepreneuriat. Il y a une cohérence à rejoindre Audencia et du coup, ça m'intéresse en fait. Voilà. Alors, allez-y. Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que effectivement, ici ou là, j'entends des étudiants ou des étudiants à Audencia ou des étudiants en classe préparatoire qui se demandent si c'est vraiment pertinent par rapport à leur projet professionnel. Et à ces étudiants, ce que je leur dis toujours, et pour aller dans le sens de ce qu'évoquait Adeline, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le marché de l'emploi, et ça va s'accélérer de manière très très forte dans les années qui viennent, on le sent, on le perçoit, on l'objective aujourd'hui, que ce soit dans les cabinets d'audit, dans les cabinets de conseil, dans les banques d'investissement, les métiers du marketing, tous les métiers, absolument tous les métiers, vont être revisités à l'aune de ces enjeux de transition écologique et sociale. Et donc fondamentalement, qu'à titre individuel, on y croit ou on n'y croit pas, la réalité du marché de l'emploi est en train de se transformer à l'aune de ces enjeux de transition écologique et sociale, et donc aux compétences associées pour manager les entreprises et les organisations aujourd'hui et demain dans ce nouveau paradigme finalement. Donc on n'est plus comme il y a 10, 15, 20 ans, 25 ans ou 30 ans sur des logiques de plus ou moins idéologique, ce qui n'a jamais été le cas à Audencia depuis son engagement il y a plus de 20 ans. On est bien sur des logiques hyper pragmatiques. Quand Audencia se dit vouloir être une école meilleure pour le monde, c'est une école meilleure pour le monde à travers une formation meilleure pour le devenir des étudiants et donc des entreprises et donc de la société, parce que les entreprises ont un rôle à jouer en tant que citoyennes du monde dans cette transformation vertueuse de nos sociétés. Donc fondamentalement, demain, si vous voulez un job, formez-vous et faites en sorte d'acquérir des compétences dites sociétales en lien avec des compétences métiers spécifiques, parce que c'est la porte d'entrée assurée sur un marché de l'emploi qui est, encore une fois, en grande transformation à l'aune de ces enjeux-là. Toutes les entreprises nous le disent, et toutes les entreprises nous disent également qu'elles ont du mal à recruter des compétences sociétales en lien avec les métiers qui sont là. Donc il y a un boulevard, et il n'y a qu'à Audencia qu'on peut faire ça aujourd'hui. On a vu les étudiants qui étaient un petit peu réfractaires sur ces questions-là. Et pour finir, les étudiants qui veulent vraiment travailler sur ces sujets-là, qui veulent monter une entreprise à impact, des étudiants de prépa qui seraient vraiment intéressés par ces questions-là, qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors, dès la première année, il y a un parcours qui s'appelle le parcours responsabilité globale, qui est un parcours thématique qui vient compléter le tronc commun en management de la première année. Donc ça, c'est une possibilité dès la première année. Il y a aussi un parcours entrepreneurial dès la première année. Ensuite, sur l'année de Master 1, donc il y a cette possibilité dorénavant de suivre le semestre de management de la transition écologique et sociale. Il y a également la possibilité de suivre le parcours engagement, qui est un parcours dans lequel les étudiants au cours le matin sont libres l'après-midi, notamment pour les étudiants qui ont un projet de création d'entreprise. Ou pour des étudiants qui voudraient avoir un rôle de responsable RSE dans l'une des associations de l'école, par exemple. Et puis, donc, il y a des mobilités à l'international qui sont proposées. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec Columbia et des étudiants partent à Columbia pour suivre un semestre dédié aux enjeux de la transition écologique et sociale. Et puis, en Master 2, donc en dernière année du cursus, il y a un certain nombre de tracks de spécialisation, donc des Master of Science qui sont dédiés. Un sur Sustainable Business, un autre sur Sustainable Performance, donc plutôt orienté direction financière et avec des considérations extra-financières.
derrière, bien évidemment. On est sur des métiers qui sont en train de se transformer. Et puis, au-delà, finalement, dans l'ensemble de notre portefeuille de master spécialisé ou de master of science, donc il y a 28 programmes aujourd'hui, eh bien, ces enjeux de transition, ils sont appliqués de manière extrêmement concrète à l'ensemble de chacune des filières métiers qui sont visées par chacun de ces programmes, en fait. Donc, les RSE, ces enjeux de transition inondent le programme, inondent l'école, et il y a possibilité pour celles et ceux qui veulent devenir des spécialistes de la finance verte, de la stratégie de développement durable, par exemple, eh bien de s'hyper spécialiser sur ce type de sujet. Voilà. Merci Nicolas Arnaud. Merci Adeline. On a terminé. Donc, deuxième partie de cette vidéo. On ira directement à la rencontre de Loïc Picoul qui va nous expliquer quelles sont les influences de ces enjeux sociétaux et environnementaux sur le programme d'ESH notamment. Bonjour Loïc Picoul. Bonjour Samir. Eh ben, bienvenue. Vous êtes professeur en classe préparatoire. Je vous laisse vous présenter. Oui, je suis professeur d'ESH, économie, sociologie et histoire, à Saint-Joseph-du-Loquidie, donc c'est un établissement du centre-ville, on pourrait dire, de Nantes. J'enseigne en première et deuxième année donc de prépa. Et ben, ça tombe bien parce qu'on va parler de SH et on va essayer d'aider les étudiants de prépa au maximum pour leur permettre de comprendre comment bien construire une dissertation de SH et comment traiter des sujets environnementaux, sociétaux de la façon la plus pertinente possible. Pour vous, quand vous lisez une copie, en tant que correcteur aussi dans votre prépa, qu'est-ce qui distingue une bonne copie d'une excellente ou d'une moins bonne? Alors, c'est une question très complexe parce que je dirais que la bonne copie, c'est celle qui répond au sujet. Voilà. Donc, on a un sujet, ça doit rester le cœur de l'analyse de la dissertation. Donc, on travaille beaucoup dessus, en fait. On fait beaucoup de sujets pendant ces 2 années-là pour les habituer à être focus exclusivement sur le sujet. La méthode est simple, hein, c'est dès le brouillon, dès l'introduction, une bonne définition des termes du sujet. Et je dirais que les sujets deviennent très intéressants parce que de plus en plus, on a des thématiques qui posent question. Le terme de prospérité, par exemple, hein, qui a été posé en concours récemment, nécessite, ou de révolution technologique, de s'interroger sur la révolution. Pourquoi révolution technologique? Rupture, exogène, mutation endogène. Donc, c'est cet effort-là qu'on cherche de plus en plus chez l'étudiant. Ça sort dans les sujets. Et nous, notre objectif pour une bonne dissertation, c'est déjà de les habituer à s'entraîner sur les questionnements. Je vais donner une petite illustration. J'allais dire par provocation, mais évidemment pour travailler. J'ai mis la semaine dernière à mes étudiants un sujet vieillissement et inflation. Donc, volontairement, on était sur la thématique démographique. Donc, ils sont tous partis sur le vieillissement démographique. Ce qui est cohérent pour un sujet comme celui-là, parce que, évidemment, si on parle du capital, on parlera plutôt d'obsolescence que de vieillissement théoriquement. Mais il faut le poser en introduction. Et donc, j'en ai pas un qui s'est posé la question du vieillissement de la fonction de production, en fait, ou du vieillissement du capital. Ils sont tous partis sur le vieillissement démographique. Ça s'avère pertinent in fine. Par contre, dans l'introduction, il faut le dire. Il faut expliquer que le vieillissement touche, en fait, à la fois la population, mais aussi le capital dans les facteurs de production. Sauf que le vieillissement du capital, il est quelque part intégré à la fonction de production, sans être trop technique, mais parce que c'est compris dans l'amortissement. Donc je vais l'évacuer de cette façon-là pour montrer que, et un bon sujet de dissertation, c'est un sujet aussi qui fait appel à l'actualité. Donc, deuxième axe, en fait, à part le traitement du sujet, la pertinence du sujet. Donc il faut qu'il s'interroge à travers la pertinence, à travers l'histoire, mais aussi la pertinence en termes d'actualité. Si on parle de stagnation séculaire, ou de vieillissement justement démographique, on est dans l'actualité. Il y a des pays vieillissants, quel problème ça pose, quelle question. Donc, deuxième axe, au brouillon, ils doivent se poser la question de la pertinence, et puis ensuite ventiler leurs connaissances, de façon structurée toujours, pour tenter de formuler une réponse au sujet. D'accord ? Deuxième étape, donc après cette définition du sujet, le cadrage du sujet, la définition des termes, effectivement la dissertation de SH fait un petit peu peur. C'est un élément assez discriminant au concours. Donc, j'ai tendance à leur dire, je leur dis tout le temps d'ailleurs, qu'il faut s'appuyer sur les critères objectifs. Il y a des données objectives, donc tout correcteur attend qu'un étudiant maîtrise ces données-là. C'est la construction de l'introduction, une accroche qui va poser l'intérêt du sujet, une définition des termes avec un cadrage du sujet, savoir positionner une problématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais définition du cadre spatio-temporel, etc. La problématique, le plan, la formulation du plan.
Ces éléments-là sont des attendus, donc on ne doit pas sauter ces étapes. Le correcteur attend qu'au bout de 2 années de prépa, voire pour certains 5 années qui font de l'économie, mais en tout cas ils font tous des dissertations depuis plus de 2 ans, on maîtrise les critères de la construction de l'introduction. Même chose pour les parties, 2-3 parties, les transitions et la conclusion. Je leur dis également très souvent que la conclusion, elle est décomposée en 3 éléments. Donc, à travers cette rigueur-là, qui est une rigueur, je dis bien, qui répond à des critères objectifs sur lesquels on est déjà sanctionné, en fait, on part avec des points en moins, quelque part, si on ne répond pas à ces attendus. Je m'appuie sur ces critères-là et ensuite je construis une histoire. Parce qu'une dissertation, c'est, je soulève l'intérêt du sujet, j'en soulève tous les éléments pour expliquer de quoi je vais parler. Je vais définir à travers la problématique mon axe de réflexion et comment je vais répondre à cet axe de réflexion ou encore à ce qu'on appelle le fil conducteur. Peu importe le terme, c'est l'histoire qui importe. Et le correcteur doit comprendre ensuite quel cheminement je prends, et je parlais de la conclusion. Je dois donc reprendre ce cheminement, pas forcément avec les intitulés exacts des 3 parties ou des 2 parties, mais reprendre le fil conducteur. C'est une première étape dans la conclusion. Ensuite, je réponds au sujet, important. On ne laisse pas le sujet en berne comme ça sans y répondre. Et enfin, si on peut, mais il faut le faire, on apporte un élargissement parce que je leur dis souvent, vous avez 20 ans, on attend de vous des perspectives. Vous héritez d'un monde et il va falloir ouvrir des voies. Alors, si c'est sur la croissance, la stagnation séculaire, quelle perspective on a? Donc, ce sont ces éventuelles solutions-là, sur le marché du travail, l'ubérisation, etc. On montre qu'on a une ouverture d'esprit, on ne sort pas du sujet, on reste dans le sujet, mais on l'élargit. Et finalement, on offre souvent une forme d'optimisme. Je leur dis, vous avez 20 ans, vous devez d'être optimiste. D'accord. Vous êtes quelque part les faiseurs de demain, donc on a besoin demain de vous suivre. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce cheminement-là qui fait que la dissertation sera cohérente, répondra aux attendus, et évidemment au sujet qui, lui, est quand même la base. Sur des termes comme ça un peu plus compliqués, ou même sur des concepts, on travaille dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité aujourd'hui, donc sur tous les enjeux environnementaux et sociétaux qui sont aujourd'hui pas au programme, ou en tout cas qui n'ont pas de chapitre dédié dans le programme d'ESH. Comment est-ce que vous conseillez, ou comment est-ce que quel conseil auriez-vous aux élèves finalement pour travailler ces sujets-là avec pertinence, parce que finalement c'est des sujets qui sont distillés dans le programme. Oui, alors c'est vrai que c'est distillé dans le programme. Alors pour ceux qui ont fait de l'économie, sortent de terminale par contre avec un bon background, je dirais, ils ont quand même des bases. Ils ont vu beaucoup de choses, ils ont passé beaucoup de temps sur ces aspects-là. On a affaire aussi, je parle pour ma génération, nous on a affaire à une génération qui est beaucoup plus avertie sur ces questions-là. Et puis qu'il sera plus encore parce qu'ils vont intégrer des écoles de management qui sont aujourd'hui très axées sur ces questions environnementales, on pourrait dire au sens large. Alors, dans chaque chapitre, on peut appréhender cette dimension-là. Alors, si je parle de la première année, par exemple, le chapitre sur l'entreprise nécessite aujourd'hui d'appréhender l'entreprise, de prolonger en tout cas cette approche autour de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, je conseille aux étudiants d'aller rechercher des textes. Si l'enseignant n'a pas forcément, leur professeur ne leur a pas donné de texte, ou pas fait un point spécifique là-dessus, là, c'est l'actualité. Le suivi d'actualité, c'est une dimension qui est centrale. C'est d'autant plus central que ça peut permettre d'alimenter une dissertation, on est d'accord, sur une 3e partie, sur une conclusion. Justement, on parlait d'ouverture tout à l'heure. L'efficacité de l'entreprise, aujourd'hui, on ne peut pas négliger, pour moi, dans le développement, l'efficacité environnementale, mais en entretien aussi. C'est-à-dire qu'après, l'étudiant en entretien, on peut lui poser cette question-là. Donc, ça va être la RSE dans le cadre de l'entreprise. Et puis, un élément qui, pour moi, fait un chapitre quasiment à part entière, qui est la question de la stagnation séculaire. Alors, la question de la stagnation séculaire, elle se pose théoriquement à travers le modèle de Solow. Et puis, plus largement, on va dire comment repousser cette stagnation séculaire. Et comment envisager, c'est le terme qui était dans l'un des sujets récents, la question de la prospérité, justement, prospérité économique, sociale, comment vivre dans le monde de demain, vivre mieux, ou au moins pareil, comment définir le bonheur dans ce cadre-là. Donc, évidemment, la thématique de la stagnation séculaire est une thématique technique,
économique sur repousser la croissance, oui ou non, progrès technique endogène ou exogène, c'est des questions qu'on traite en économie. Et puis dans un deuxième aspect, je parlais de croissance endogène, mais aussi évidemment de croissance soutenable. Et bien souvent, le fameux sujet, la croissance a-t-elle une fin? Alors on peut poser la question de la finalité, mais une fin, est-ce qu'elle peut être finie aussi? C'est évidemment cette question-là qu'il faut savoir traiter. Et donc, je pense que tous les enseignants l'appréhendent aujourd'hui, notamment à travers la question de la stagnation séculaire. Par exemple, les techno-pessimistes et les techno-optimistes. Est-ce que la technologie va nous permettre de toujours croître d'une certaine façon, tout en permettant de vivre encore bien dans le monde de demain? Donc, c'est vrai que c'est un peu perlé dans le programme. La question sociale, si on regarde le chapitre de deuxième année sur l'Europe, elle est à peine posée. Elle est posée, on est bien d'accord, mais c'est vrai que souvent on le traite très rapidement parce que L'Europe sociale. L'Europe sociale, c'est vrai que bon, c'est à reconsidérer, on va dire. On parle aussi de l'Europe environnementale. Alors pour l'instant, on met des mots et aux étudiants de faire la différence entre ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui du greenwashing d'une certaine façon et puis ce qui est de la réalité, c'est-à-dire comment on va engager la transformation énergétique. Un sujet comme cette année sur la révolution technologique appelle évidemment cette question-là. Je pense qu'un étudiant ne peut pas passer outre la question environnementale et le rôle de la technologie sur la croissance économique et notamment de long terme. D'accord, donc on le voit bien sur le programme, il y a quand même des dominantes sur la croissance par exemple. Ne pas oublier que la RSE, il y a les enjeux environnementaux mais aussi sociétaux. Et le SH, il y a le S évidemment de sociologie. Est-ce que vous avez une référence coup de cœur sur ces thématiques qui vous viendrait à l'esprit? Alors peut-être sur la soutenabilité de la croissance ou autre. Alors, j'ai les références qui me viennent à l'esprit, ce serait d'abord, pour rendre hommage un peu à Bernard Maris, l'anti-manuel d'économie, qui posait au début des années 2000, 2003, quelque chose comme ça. Il posait déjà ces questions-là, à travers les fourmis et les cigales. D'accord ? Donc quand je dis hommage à Bernard Maris, qui a disparu en 2015 lors des attentats de Charlie Hebdo, et donc il a su, je pense, dans cet ouvrage-là, nous avertir. Alors, c'est une vision un peu iconoclaste qui pose des questions sur la croissance, la poursuite de la croissance. Donc dans les fourmis, on voit effectivement comment poursuivre cette croissance-là. Et puis il pose des questions et la cigale derrière, elle a envie de vivre. Donc c'est un manuel qui nous ouvre à ces questionnements-là. Alors il emprunte à Serge Latouche, par exemple, sur la décroissance conviviale. Et puis il emprunte à tout un tas d'auteurs aussi. C'est pour ça que c'est assez riche, parce qu'il peut mobiliser aussi bien Welbeck, Orwell, ou que Hayek et Keynes, par exemple. Donc ça, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup marqué. Et puis, si j'avais un deuxième ouvrage là, qui est un petit peu plus récent, mais on en reparle aujourd'hui, c'est le livre d'Edgar Morin, La Voix, donc, qui est un livre qui date de 2011. Et en fait, il nous alerte sur beaucoup de choses. Il nous alerte sur ce monde un peu dichotomique, tel qu'on nous le présente aujourd'hui. On est pour ou contre. Et nous, en économie, on a ce problème-là, en fait. Parce que les étudiants, ils arrivent avec, et ce qui est normal, leur propre culture, leur éducation. Et j'imagine que si je suis chef d'entreprise, je n'ai pas la même perception du travail que si je suis fils de chef d'entreprise, ou fils de chef d'ouvrier. Donc, nous, on doit faire appel à ces représentations-là, non pas les gommer, mais s'appuyer dessus pour ouvrir des perspectives. Quand on appréhende la dette, par exemple, on a eu des discours politiques il y a quelques années où on allait tous mourir, en fait, avec la dette. La France était ruinée. Et puis on voit qu'aujourd'hui, on est capable de produire de la dette. Donc, nous, on appelle en fait à cette analyse-là. Donc quand je fais référence à Edgar Morin sur La Voix, c'est pour ça, parce que il nous dit on a une vision très manichéenne. Or, il y a des choses à mondialiser. Il parle de mondialiser, par exemple, la culture, une culture savante, le savoir, la connaissance, le partage, la mondialisation dans le sens du partage. Par contre, on peut démondialiser ce qu'en économie on appelle les externalités négatives, évidemment, la pollution. Il parle de développer et d'envelopper. Donc, il oppose tout un tas de termes comme cela pour nous amener à ne plus être dans cette vision un peu binaire du bien et du mal, dans laquelle nous entraînent beaucoup les médias aujourd'hui. On le voit sur tout un tas d'événements actuels. Il y a les pour et les contre. Et si on commence à questionner, alors il y a le terme de complotisme, par exemple, qui est très à la mode en ce moment. Or, les étudiants, moi, je les entraîne justement à être dans cet esprit critique-là. D'accord. Et l'esprit critique, c'est pas critiquer, c'est alimenter l'analyse pour pouvoir se rendre compte que l'accumulation est nécessaire.
la croissance, pour ça que je faisais référence à Edgar Morin. Les pays du Sud ont besoin de croître, ne serait-ce que pour échapper à la pauvreté, au cercle vicieux de la pauvreté, dirait Nurks. Et d'un autre côté, on a besoin de croître dans un environnement stable et d'envisager le monde de demain. Donc, il va falloir réviser tout un tas de choses dans notre modèle de croissance, notre modèle d'accumulation. Et on n'oppose pas mondialiste et souverainiste. On réfléchit et on voit ce qu'on peut mondialiser et démondialiser. Et je pense que cette approche-là est intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les références que vous avez citées restent contemporaines, mine de rien. Est-ce que quand on appréhende ces sujets-là, ces questions-là qui sont fondamentalement très contemporaines, d'actualité, il faut oublier dans ces dissertations les références, je dirais, primaires, ou en tout cas le socle de connaissances, ou au contraire, on a bien des références et un socle de connaissances à mobiliser en dissertation lorsqu'on traite des sujets qui peuvent paraître, première vue, très d'actualité. Oui, alors c'est nécessaire. Il y a évidemment, là j'ai fait un peu abstraction du socle des connaissances, on va dire des classiques et des néoclassiques, notamment sur si on prend la question de l'accumulation, on parlait de développement durable. On va évidemment faire référence à Ricardo, par exemple. On va faire référence à Adam Smith également. On va aussi faire référence à Montesquieu, pourquoi pas, sur l'échange international. Donc la question de savoir si l'ouverture procure la paix, une paix pour tous. Et ensuite, on va en analyser les ressorts. Donc, on va dire que les philosophes et historiens du XVIIIe et du XIXe siècle nous ont enseigné des choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Évidemment que le monde a changé. Évidemment que la vision de Marx, elle avait une raison d'être au XIXe siècle, parce que, loi des reins des salaires, on avait notamment les femmes et les enfants qui étaient d'une certaine façon exploités, et ceci générait des inégalités. Donc cette question-là, elle était centrale au 19e, donc on doit s'en emparer aujourd'hui pour mieux comprendre à la fois l'évolution du monde. C'est en cela que la connaissance historique est centrale. Je pourrais parler des crises, par exemple, quand on compare la crise de 29 à la crise des subprimes, par exemple. Quelle analogie, quelle différence, qu'est-ce qu'on a appris de ces crises? Donc évidemment qu'on est obligé c'est une nécessité de s'emparer de l'histoire de nos contemporains, mais aussi évidemment de ce socle qui est fondamental, que ce soit des physiocrates, des mercantilistes ou des théoriciens classiques, néoclassiques et keynésiens. Cette inspiration-là est centrale. Et quand on parle d'accumulation de capital, déjà, la croissance a-t-elle une fin? Évidemment, si on regarde Malthus, par exemple, la croissance exponentielle de la démographie et logarithmique, on pourrait dire, des ressources, interpellait à l'époque. Alors là aussi, c'est contextuel. On était en pleine transition démographique, ou en tout cas, elle n'était pas finalisée. Donc l'explosion démographique pouvait faire peur. Bon, après, il y a tout un tas d'autres notions qu'on peut intégrer chez Malthus, de critiques, mais évidemment qu'on va s'appuyer sur ces auteurs-là, c'est nécessaire. Donc la résolution finalement de la problématique que l'étudiant s'est lui-même posée, même si le sujet est fondamentalement d'actualité, doit reposer quand même sur un socle de connaissances qu'il a acquis en prépa. Et c'est bien ça. C'est bien ça, évidemment. Moi, je leur dis tout le temps, il y a des personnes qui... Je parlais tout à l'heure du triptyque argumentatif. On a une position à défendre, un argument. Derrière, il y a un socle de connaissances théoriques qui emprunte à tout un tas d'éléments, à l'histoire notamment. Et puis, il y a les illustrations. Je parlais aussi du débat. C'est ça, le débat. J'ai une position, je m'appuie sur des personnes qui travaillent et je m'appuie aussi sur des exemples. Regardez, dans le passé, il s'est passé ci ou ça. Et de ce point de vue-là, là aussi, souvent, je leur dis, mais il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie dessus, sur la croissance. Donc, inspirons-nous, étudions, critiquons, analysons. Et puis, évidemment, c'est central dans l'élaboration d'une dissertation, et je dirais plus dans la réflexion économique. Et je rajouterai encore que la dimension ESH a l'avantage de nous interpeller aussi sur la dissertation en disant que même si le sujet paraît éminemment économique, je n'oublie pas qu'il y a une dimension historique et une dimension sociale qui est fondamentale. Voilà. Bon, les étudiants essaieront de ne pas l'oublier. En tout cas, merci beaucoup Loïc Picoul. C'est moi qui vous remercie. Donc, dernière partie de vidéo. On va tout de suite faire un débrief, que ce soit en ESH ou en géopolitique, pour rentrer dans les détails de ces enjeux sociétaux, environnementaux, et vous aider encore une fois à pouvoir traiter des sujets, que ce soit en géopolitique, en ESH, mais aussi en éco-droit pour les ECT, de la façon la plus pertinente possible. Troisième et dernière partie de vidéo, Loïc Picoul a donné les premières clés pour aborder les enjeux
sociaux et environnementaux dans le cadre du programme 2SH et quid de la géopolitique. On accueille aujourd'hui Pierre-Alexandre Cottineau, qui est responsable géopolitique chez Mission Prépa. Hello Pierre. Salut tout le monde, salut Sam. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode de la dissertation et de comment traiter des enjeux socioculturels et de la transition écologique dans cette dissertation. Super. Alors déjà, première chose, lorsqu'on aborde une dissertation de géopolitique, pour toi, quelle est la place précisément des enjeux sociétaux et environnementaux avant d'aborder tes conseils de manière générale sur la méthodologie? Alors pour moi déjà, dans une dissertation de géopolitique, c'est essentiel de parler on parle souvent des piliers classiques de la puissance, donc du volet démocratique, du volet militaire, du volet économique, du volet diplomatique par exemple. Mais ces enjeux socioculturels, ils sont souvent évacués par les élèves et ils sont très peu traités dans les sujets de prépa, dans les cours de prépa. Donc c'est essentiel de se sensibiliser à ça, pas forcément à travers les cours, mais je le détaillerai plus tard quand on parlera des conseils. Les sujets de géopolitique, ils reviennent très très souvent à parler des populations, parce qu'on parle souvent des États, qui sont finalement les entités, les acteurs principaux sur l'échiquier géopolitique mondial, mais on a tendance à oublier les populations qui forment les États. Ces populations, elles font face à tout un nombre de défis aussi dans leur quotidien, que ce soit par le biais de l'énergie, que ce soit par le biais de l'alimentaire ou de l'agroalimentaire, que ce soit par le biais des ressources en eau, et évidemment le réchauffement climatique qui tape à la porte, et avec toutes les problématiques qui sont du coup transférées finalement des acteurs géopolitiques directement aux populations. C'est très clair, donc un gros point d'intention sur les populations. Si on revient rapidement sur la géopolitique, pour toi, qu'est-ce qu'une bonne dissertation de géopolitique et qu'est-ce qui démarque une bonne dissertation de la mauvaise? Alors en fait, une bonne dissertation de géopolitique, c'est une dissertation qui va véritablement disserter, c'est-à-dire discuter d'enjeux et axer des problématiques sur des perspectives du cours, certes, qui se base sur des connaissances, mais on a véritablement un enjeu de réflexion qui est majeur. Et c'est pour ça que les meilleures copies, et souvent je le vois avec mes étudiants, c'est ce qui leur manque pour passer de 10 à 14 et du coup de 14 à 18, c'est que le grand 1, le grand 2, c'est maîtrisé, mais le grand 3 qui appelle à une prise de recul plus déterminante et à une vision globale, que ce soit par une vision prospective ou encore par une remise en question du sujet, puisque c'est véritablement ça que les correcteurs attendent, c'est de remettre en question le sujet. Les correcteurs vous donnent un sujet posé de telle manière, c'est pas un hasard, et il faut véritablement triturer le sujet, les termes du sujet, pour aboutir à une analyse qui est vraiment précise en introduction. Introduction, je vous le rappelle, c'est la première chose qui est vue par le correcteur, et c'est le correcteur, à la fin de la lecture de cette introduction, à 60%, il sait dans quelle marge de notes il vous met, puisqu'il a 100 copies. Toutes les copies, a priori, à Bac+2, à votre niveau, vous maîtrisez les connaissances. C'est le socle minimal. Pour décoller en géopo et vous démarquer, surtout pour les copies ESSEC et ESCP, ce sera véritablement l'agencement des connaissances en perspective d'une réflexion poussée du sujet. Ok, donc on comprend bien l'importance de l'introduction. Donc dès l'introduction, il faut être efficace. Quelques clés peut-être en introduction pour justement être efficace et éviter que le correcteur déjà quitte sa copie ou pense à de mauvaises notes? Alors moi, si j'ai véritablement un conseil, hors les conseils bateaux à vous donner sur l'introduction, c'est mettez du liant dans votre introduction. C'est-à-dire que d'une part, l'accroche est hyper importante et beaucoup trop sous-estimée par les étudiants, ce soit un fait d'actualité ou une citation. Elle sera très bienvenue, mais il faut la lier avec la définition des termes qui vient juste après l'accroche. Et en fait, c'est ce liant que vous allez donner entre votre accroche, la définition des termes et la problématisation, et la problématisation et la problématique ensuite qui donnera l'annonce de plan, qui fera que votre introduction, elle paraîtra entre guillemets onctueuse aux yeux du correcteur, et c'est ça qui va lui donner envie de lire la copie. Et surtout, si j'avais un conseil à donner qui est primordial, c'est d'utiliser du vocabulaire précis, fin, et une syntaxe irréprochable. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est 60% de votre note, l'introduction, donc il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Ok. Très clair. S'il y a un mot à retenir, du coup, c'est vraiment mettre du liant dans l'introduction. Du lien. On a compris. Alors, toi, tu as eu l'occasion de suivre beaucoup d'étudiants dans le cadre de Mission Prépa. Dans les copies que tu as notées, quelles sont les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter aussi, si tu peux aussi donner certaines clés? Alors, globalement, dans l'analyse des copies qu'ont pu me rendre les étudiants, je vois que les connaissances de base sont là, mais elles sont utilisées un peu n'importe comment. C'est-à-dire que ce qui manque à toutes les copies, globalement, et ce qui fait la différence entre une copie passable et une très bonne copie, c'est vraiment l'analyse en profondeur des termes du sujet. Si on utilise le terme
le volet de la puissance, je sais pas, le reflet de la puissance. Par exemple, il faut utiliser le champ lexical de la vue, du miroir, le reflet, qu'est-ce qu'implique un reflet ? Sur quoi se reflète-t-il? Pourquoi se reflète-t-il de telle manière? Il faut envisager les sujets du point de vue de tous les acteurs qui sont en place et pas simplement de la version du cours que vous avez. Donc c'est ça le plus dur à faire dans une copie géopolitique et je dirais que véritablement, en fait, votre note, elle se joue dans votre brainstorming au niveau de l'analyse des termes en profondeur du sujet qui vous permettra d'avoir un grand 3 qui met bien en perspective les idées et avoir une problématisation pertinente grâce à cette analyse profonde des termes. Et j'ai qu'un conseil à dire pour améliorer ça, c'est faites des sujets. Forcez-vous à faire du brainstorming un peu chaque jour, là, en période de révision par exemple, ou même pour un oral. Vous faites 20 minutes, 30 minutes sur plein de dissertations et vous lisez des plans de dissertation et c'est comme ça que la mécanique cérébrale va s'implanter petit à petit. Et si on remonte un peu dans le temps, dans le cadre de tes propres concours, finalement, en 2020, on rappelle, tu as obtenu 19,5 en géopolitique. À ton avis, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est par ce travail-là sur des sujets que tu as pu ensuite tirer ton épingle du jeu, avoir cette note qui est finalement excellente et qui peut changer un concours? Alors en fait, moi j'ai très vite compris qu'il fallait s'émanciper du cours. Donc il ne faut pas le renier, le cours de votre professeur. Il vous donne les bases, des détails pertinents et les connaissances à avoir, mais il faut savoir s'émanciper, il faut savoir multiplier les sources d'informations. Donc les canaux, moi j'utilisais beaucoup France Culture, qui a une revue de presse internationale exceptionnelle. Donc ça c'est du podcast à consommer n'importe quand, dans la journée. Les vidéos sur YouTube, il y a de très bons youtubeurs, notamment il y a aussi Pascal Boniface qui fait des vidéos ultra pertinentes. Il y a les dessous des cartes d'Arte. Vous pouvez lire les articles de DiploWeb, vous avez une multitude de connaissances à disposition et ça vous permet aussi de lire des auteurs qui sont plus matures dans leur écriture et qui permettent finalement d'avoir des analyses plus fines et plus précises et un vocabulaire aussi plus développé pour accéder à des niveaux de rédaction dans vos dissertations qui vous permettent de vous différencier de la masse. Super. Et dans des sujets qui nous intéressent, dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité, dans les sujets qui traitent de ces enjeux sociétaux, environnementaux, est-ce qu'il y a un lien adressé en géopolitique et quelle est la place dans le programme déjà de ces enjeux-là, de ces sujets-là en géopolitique? Alors la place faite à ces sujets, elle est petite et elle est très grande en même temps. Elle est surtout transversale en fait. Les professeurs, ils auront surtout à cœur d'aborder les aires régionales, peu de sujets transversaux et en fait toutes ces problématiques de transition écologique et socioculturelle, elles s'incorporent petit à petit dans n'importe quelle aire régionale. On parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enjeux de l'agroalimentaire, des enjeux de l'eau, des enjeux des migrations internationales et de l'avenir de la démographie de l'humanité. On parle surtout des énergies, et moi j'ai mis un gros focus là-dessus avec mes étudiants cette année. On voit bien à quel point les énergies ont une place prépondérante sur l'échiquier géopolitique mondial, parce que, par exemple, le levier de pression énorme dont est capable Vladimir Poutine avec les importations en gaz. On passe d'une dépendance finalement russe à une dépendance américaine, point d'interrogation, avec le gaz de schiste. Finalement, on voit que l'énergie est capable de verrouiller les acteurs géopolitiques et de finalement contourner parfois aussi des sanctions économiques, alors même qu'on déclare la guerre. D'accord. Donc il est évident qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur ces points-là. Comment est-ce qu'il faut les travailler? Parce qu'évidemment, j'imagine que c'est comme en ESH, on l'a vu avec Loïc Picoul, on n'a pas vraiment de chapitres qui sont dédiés. Et le problème de géopolitique, a priori, est découpé en aire continentale. Comment aider les étudiants finalement à aborder ces thèmes-là? Alors, je vais me répéter, mais il faut absolument écouter des podcasts, très bons podcasts du coup de France Culture sur le gaz, sur le pétrole, sur les énergies nucléaires, sur les enjeux du nucléaire, sur la transition écologique. Ne pas hésiter à se documenter aussi sur YouTube. Et je préfère cet aspect-là d'ailleurs à purement du cours appris sur papier. Finalement, c'est de la culture générale, plus que de la géopolitique. Sachant que la géopolitique, finalement, c'est de la culture générale appliquée aux relations internationales. Du coup, je dirais qu'il faut, le mot-clé, c'est curiosité, intéressement, et aller voir au-delà des simples conflits de puissance, de diplomatie, d'économie et militaire habituellement liés au sujet géopolitique. D'accord. Et évidemment, il y a un lien qui est tout fait avec l'ESH, parce qu'en ESH aussi, en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Encore une fois, il n'y a pas de chapitre dédié. Par contre, il y a des sujets qui tombent, qui sont en lien direct avec ces enjeux-là. Je peux citer le capitalisme est-il soutenable, par exemple, tombé à HEC en 2020, ou encore dans quelle mesure la contrainte environnementale peut-elle modifier les conditions de croissance
à l'ESCP. Donc disons qu'il faut être capable de pouvoir utiliser ces sources d'information, et c'est exactement de la même façon qu'on progresse en ESH sur ces questions-là et qu'on avance, parce qu'aujourd'hui on voit, par exemple avec le GIEC, les travaux du GIEC, on remonte au rapport Brundtland, l'idée c'est de se servir des connaissances théoriques, alors beaucoup plus en ESH j'imagine qu'en géopolitique, mais en tout cas se servir des connaissances théoriques du cours sur des éléments en ESH, encore une fois, comme la stagnation séculaire, comme des éléments théoriques comme ça qu'on apprend bien sur des parties de programme que l'on connaît, parce que le programme ESH est bien fait, on n'a pas de chapitre dédié aux enjeux sociétaux et environnementaux. Par contre, là encore, on parle de transversalité, c'est-à-dire que quand on va parler des entreprises et de leur transformation, c'est fondamentalement transversal. Quand on va parler de la sociologie, parce que ESH c'est sociologie, c'est là encore transversal. Est-ce que cette dimension transversale, on la retrouve aussi en géopolitique? Est-ce qu'on peut créer des liens avec ce que je viens de dire? Évidemment, tu as parlé de stagnation, tu as parlé de principe économique. L'Europe actuellement, l'Union européenne plus précisément, base beaucoup son soft power du coup sur le fait d'éditer beaucoup de normes au niveau international, et notamment dans le niveau environnemental où elle se veut pionnière, et au niveau socioculturel. Et en fait, on voit bien que ça devient même une source de puissance. Ce qui, à la base, est considéré du coup comme une espèce d'entrave au développement économique, comme on peut le voir en Chine d'ailleurs, comme elle bloque systématiquement, ou elle n'applique pas les conventions internationales, par exemple appliquées au climat. Et ce sera peut-être le tour de l'Inde sûrement, le tour de l'Afrique quand on arrivera à un développement suffisamment important. Finalement, ces problématiques, on les retrouve partout. Alors certes, en demi-teinte, en toile de fond des problématiques principales d'économie militaire, tout s'imbrique en fait, on s'y retrouve systématiquement. Et il ne faut pas oublier pour vos dissertations de géopolitique, du coup, que cette partie socioculturelle, elle est fondamentale. Vous pouvez la décliner sous toutes ses formes, dans absolument tous les sujets. L'important, c'est d'y faire référence de manière pertinente, cohérente et assez subtile. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, Pierre, c'était extrêmement intéressant encore une fois. On a terminé cette série de 3 vidéos. Vous comprendrez à quel point les enjeux sociétaux et environnementaux sont importants dans votre cursus prépa, que ce soit pour vos révisions, pour préparer très sérieusement les épreuves d'ESH, de géopolitique, et on n'a pas oublié les ECT évidemment. Tous les conseils qui ont été donnés par Loïc Picoul, mais aussi les conseils qui ont été transparents dans cette vidéo en matière d'ESH, sont applicables à l'éco-droit en ECT. Donc fondamentalement, vous avez tout intérêt à être au courant de ces sujets-là, parce qu'ils seront prédominants, et très probablement à l'avenir aussi, dans les sujets qui tomberont au concours. Pour le reste, vous comprendrez aussi que beaucoup d'écoles de commerce, et notamment Audencia, qui a très bien compris et qui finalement prend la vague sur une réalité que l'on constate non seulement dans les programmes et dans les sujets tombés au concours, mais aussi dans votre réalité professionnelle, sont fondamentales finalement et très importantes pour la suite. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo, et à la prochaine pour une nouvelle. Merci à tous.